Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. La RSE, tout le monde en parle. Mais concrètement, comment peut-elle se matérialiser dans la filière d'expertise comptable ? C'est ce que nous analysons dans cette série spéciale du podcast que nous consacrons à la RSE dans l'expertise comptable. J'y reçois des invités qui pensent, qui mettent en œuvre dans leur cabinet et ou auprès de leurs clients des actions, des missions en matière de RSE. Parce que oui, la RSE, c'est l'affaire de tous et aussi des cabinets d'expertise comptable. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles et un commentaire, ça nous fait toujours un immense plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la RSE dans l'expertise comptable et je suis ravie aujourd'hui de recevoir Jérôme Verdiel, fondateur d'ABCSR. Bonjour Jérôme. Bonjour Marine. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Merci de m'avoir invité surtout. C'est un plaisir. Jérôme, la promesse, on va aller directement dans le sujet. La promesse d'ABCSR, c'est de transformer vos données comptables et sociales en indicateurs RSE concrets et communicants. C'est ce qui a marqué sur votre site quand on arrive dessus. Et je voulais voir avec toi, pour commencer cet échange, qu'est-ce qui était le besoin à l'origine d'ABCSR? Alors le besoin, enfin, c'est répondre vraiment à une douleur peut-être des TPE-PME qui est d'accéder à la RSE. Donc notre raison d'être, c'est vraiment de démocratiser la RSE pour ces cibles-là, des petites entreprises, des TPE, les PME en France. Ok. Parce que c'est généralement des populations assez éloignées du sujet, qui pensent que ce sujet ne les concerne pas, que les outils du marché ne sont pas adaptés pour elles. Et c'est vrai que l'idée de partir des données comptables et sociales permet d'aller sur un système non chronophage, donc qui les satisfait parce qu'ils passent peu de temps et en même temps ils ont des résultats pertinents, hein. Donc on Hmm. parle de quelles données? On parle du FEC, fichier des écritures comptables, on parle des DSN, donc les déclarations sociales nominatives, qui sont vraiment des documents présents dans toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grosse. Et avec ça, on va produire un rapport, avec des indicateurs RSE, une notation extra-financière, tout ça aligné sur les 7 taxes de l'ISO 26000, donc Ok. qui est un référentiel, international, extrêmement partagé. Donc effectivement, pour arriver à cette méthodologie et à la maîtriser, c'est du temps, hein, c'est beaucoup de R&D, voilà de l'investissement, humain et aujourd'hui le marché commence à être, je dirais, en capacité d'absorber cette offre, parce que le sujet de la RSE devient principal dans beaucoup de structures. Ok. Donc vous êtes créé en 2017, c'est ça? Vous avez été incubé au sein de d'Inest? Ouais, c'est ça, création, juridique 2017, vraiment début des opérations 2018 et Ok. puis, en 2020, incubation par Ines qui est, donc, une émanation de l'ordre des experts comptables, parisiens, donc un incubateur et qui vraiment, nous fait prendre conscience que voilà la profession comptable dans son ensemble est un bon vecteur, Hmm. pour, développer, nos solutions auprès donc de ces TPE-PME qui peuplent la France. Oui, oui, parce que on voit que c'est le grand vivier des clientèles de cabinets d'expertise comptable et donc les cabinets sont en première ligne pour aller, peut-être faire de la pédagogie là-dessus. Comment l'outil fonctionne? Je pense que c'est vraiment ça un peu le qu'il va falloir qu'on essaye de comprendre, pour générer ce rapport, aussi, rapidement. Et quelle est la place de l'expert comptable? C'est un peu 2 questions, dans le dispositif? Mmh. Alors, effectivement, tu as raison d'insister. Nous, on est vraiment un outil à disposition de la profession. Donc l'idée, c'est Mmh. vraiment de passer par la profession, pour, déployer, nos solutions auprès, donc des TPE-PME. Donc on fait pas de vente directe, on fait vraiment OK. que de l'indirect avec nos Marque partenaires. blanche, du coup? On peut être en marque blanche, tout à fait, OK, on peut être sous la marque ABCSR. C'est au choix du cabinet. Donc nous, on d'accord. considère le cabinet, c'est un partenaire. Et son client, final, hein. Donc il va être, on va adopter, certaines, de nos offres en fonction de la taille de ce client final. Si c'est des TPE, des PME, on ne sera pas le même rapport et les mêmes indicateurs. Le système, en fait, la méthodologie, c'est qu'on forme tout d'abord,
nos partenaires experts comptables sur la plateforme, à l'utilisation de la plateforme, qui est une plateforme en mode SaaS, hein, donc on se connecte avec un login et un mot de passe, Mmh. c'est classiquement. Cette formation, elle inclut aussi, bien sûr, l'explication des indicateurs, c'est-à-dire comment on restitue ces indicateurs, auprès de son client. Donc il y a un côté bien sûr, fonctionnel. Et puis, on explique, quels sont les parcours de collecte de données, puisqu'on l'a dit, on va partir des données FEC et DSN. Donc, une fois que le partenaire a été formé, on va créer son espace sur notre plateforme. Donc si c'est un cabinet, par exemple, avec 3 sites, on créera les 3 sites, avec, le groupe. Mmh. On crée les utilisateurs sur cette plateforme aussi, autant d'utilisateurs que le comptable, enfin du moins le cabinet d'expertise comptable souhaite. Et puis après, quand il va commercialiser tout ça auprès de ses clients, il viendra créer ses clients au fur et à mesure dans son espace. Alors créer un client, c'est très simple, hein, c'est un logo, un sirène, un code APE, une adresse, enfin, c'est rien de Mmh. compliqué. Et puis il viendra déposer, les datas dont nous avons besoin sur la plateforme correspondant, donc à l'espace de son client. À partir de ce moment-là, il y a 2 voies possibles. Soit c'est un rapport de type TPE. Donc une TPE pour nous, c'est une structure qui fait moins d'1,5 million € de chiffre d'affaires, moins de 20 Mmh. collaborateurs. Et là, le cabinet est autonome dans la production du rapport, parce qu'on a réussi à automatiser, la création de ce rapport. Soit on est sur un rapport de type PME, donc plus d'1,5 million, plus de 20 collaborateurs. Et là, c'est des équipes d'AVCSR qui vont, réaliser en fait, hein, produire, le rapport, parce qu'on a des indicateurs qui sont non automatisés, donc on a Mmh. besoin finalement d'intervention humaine. Et dans tous les cas, évidemment, c'est l'expert comptable qui, facture son client et qui restitue le rapport auprès de son client. Donc il garde cette relation de confiance et cette connaissance qu'il a évidemment de l'entreprise qui est, extrêmement riche et importante au moment de la restitution parce qu'il peut mettre tous les indicateurs en perspective. Mmh. OK, OK. Et alors ce rapport, à quoi il ressemble? C'est l plus ou moins long? Enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui sort de l'outil? Alors, ce sont un rapport RSE, c'est quelques slides de contexte pour expliquer qui nous sommes, la méthodologie, et cetera. Parce que c'est vrai que quand on est, face à son client en tant qu'expert comptable, bah, voilà, il faut remettre les choses un peu dans son contexte, hein. Après, c'est une notation extra-financière sur 100. Donc ça, c'est dans chacun des rapports, quelle que soit la typologie d'entreprise, TPE, PME. Après, ce sont des indicateurs qui sont alignés, je l'ai dit, sur l'ISO 26000. Alors, on a 7 indicateurs sur le rapport premier TPE, 18 sur le TPE+, et entre 38 et 50 sur le PME. Alors, pourquoi il y a ces différences? Bah, parce qu'effectivement, si je suis une toute petite entreprise, j'ai moins de flux, j'ai moins de collaborateurs, j'ai moins de besoins. J'ai pas besoin qu'on me de Qu'on trop inonde de d'indicateurs. données, d'accord. Exactement, et voilà. Donc on a vraiment voulu adapter, les rapports en fonction de la taille des entreprises et de leurs vrais besoins. OK. Voilà, donc c'est vrai que l'arrivée de la DSN, elle nous a permis dans nos calculs, d'intégrer de nouveaux indicateurs à dominante, on va dire RH, sociale. Et puis on a une grosse, nouveauté qui arrive aussi en 2024. Parce qu'aujourd'hui, en fait, donc on crée ce rapport avec ces indicateurs, cette notation, mais également des actions correctives qu'on présente ou qu'on soumet du Mmh. moins dans le rapport après chaque indicateur, hein. Donc, je prends un indicateur, j'ai des actions correctives qui sont proposées en fonction de secteur d'activité du client, mais aussi de sa performance, indicateur par indicateur. Et à partir de 2024, on va rajouter un outil de gestion de pilotage de ces mêmes actions. Là, on aura OK. vraiment une offre très complète, qui, permettra, notamment au cabinet de proposer à leurs clients, cet outil pour gérer tout au long de l'année, en fait, leurs actions. Et ces actions, elles seront prises en compte dans le rapport de l'année d'après, puisqu'on est sur des rapports annuels, un FEC étant annuel, et donc on évalue les entreprises annuellement. Et ce nouvel outil de pilotage, donc on mettra à disposition, du client final, que l'expert comptable mettra à disposition du client final. Il intégrera des notions qualitatives, en plus des notions quantitatives que nous avons aujourd'hui à travers les data FEC et DSC. OK, hyper intéressant, de voir que cette intégration du pilotage. Et alors sans rentrer dans trop de techniques, parce que j'imagine que c'est un petit peu aride à expliquer comme ça, mais vous vous basez sur quoi pour, sortir ces indicateurs? En gros, sur la base de ces 2 types de fichiers, FEC et DSN, comment est-ce que vous arrivez à sortir de la donnée, aussi, «simple» entre guillemets? Parce que c'est toujours très compliqué de faire simple, on le sait. Comment vous y arrivez?
Alors effectivement, tu as totalement raison, c'est compliqué de faire simple et puis quand on est sur un logiciel comme ça, on n'a pas forcément l'effet waouh dans le calcul parce qu'en fait, le calcul on le voit pas, hein, c'est la machine, Bien sûr. qui le fait, hein. C'est pas comme si on présentait une voiture, rutilante. Donc l'idée c'est de rendre les choses, simples. Alors en termes de collecte, donc ça c'est je me répète, des fichiers qui sont ultra disponibles, hein, donc il y a rien à créer de plus. Tout est disponible, au sein du cabinet. Après, une fois que les datas sont déposées sur la plateforme, en fait, il y a un mécanisme automatique de vérification de cohérence de ces informations qui est fait par, le moteur de calcul, et qui, d'ailleurs alerte nos équipes si jamais on voit qu'il y a de l'incohérence. On est alerté par OK. un système, effectivement d'IA. Après on lance véritablement, les calculs et le principe du calcul d'un indicateur, c'est un principe simple mais difficile à réaliser. C'est de dire, on prend une information financière ou sociale qui vient de l'entreprise et on la confronte, à de la donnée externe, qui nous vient D'accord. alors de beaucoup de sources. Ça peut être l'INSEE, ça peut être l'ADEME, ça peut être le budget de l'État, ça peut être des ONG, nationales ou internationales. Donc c'est très, très riche en termes d'informations externes, informations qui sont mises à jour régulièrement par évidemment nos équipes aussi, hein, pour avoir toujours, l'information la plus fraîche Des bons et référentiels? informations qui sont, voilà, de bons référentiels et informations toujours publiques, hein. C'est-à-dire qu'on n'achète pas de la donnée, c'est de l'information publique, donc vérifiable et cetera. Donc OK. cette confrontation algorithmique fait naître les indicateurs et là, il y a un premier niveau de pondération au niveau de l'indicateur en fonction du code APE. C'est-à-dire que pour une valeur donnée, ça ne donnera pas la même note pour, 2 entreprises différentes parce qu'elles sont sur des secteurs d'activité différents. Mmh. OK. Donc par exemple, une entreprise du secteur du bâtiment ou du transport routier, tu vas, pondérer différemment son impact carbone du fait qu'il peut pas forcément annuler tout de suite du jour au lendemain, son cette activité logistique, pour le transporteur, heu, versus un cabinet d'expertise, un cabinet de conseil par exemple qui sera dans le tertiaire avec, moins d'émissions a priori. Heu, Exactement. L'idée, c'est d'être vraiment, au plus proche de la réalité économique de l'entreprise et pas laisser des effets d'aubaine parce qu'effectivement, si je suis un cabinet d'expertise comptable, bon, j'ai un business qui est structurellement un peu carboné, c'est un bon exemple, mmh, donc j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour, être bon. Alors que si je suis un transporteur, bah, j'ai beaucoup d'efforts à faire et même si j'en fais beaucoup, je resterai pas forcément hyper bon. Voilà, donc l'idée, mmh, c'est pas de OK. pénaliser ni de faire d'effets d'aubaine. Cette pondération, elle agit aussi à un 2e niveau parce qu'en fait, ces indicateurs individuellement vont servir à calculer la notation extra-financière et au niveau de la notation extra-financière, là aussi, il y a une pondération, qui est faite en fonction des axes de l'ISO 26000. Il y a 7 axes dans l'ISO 26000. Donc on va répartir, la pondération de chacun de ces axes dans la notation globale en fonction, là aussi, d'une matrice de matérialité. C'est un peu technique, hein, Mmh. qui nous vient, des anglo-saxons, ça s'appelle SASB, qui prend en compte là aussi, le secteur économique de l'entreprise qui est évaluée, hein. Donc tout ça, ça fait beaucoup de calculs, et c'est ça qui rend les choses effectivement, compliquées, à réaliser. OK, OK et donc les cibles prioritaires, tu m'as dit les TPE, les PME, tous secteurs d'activité confondus, j'ai l'impression? Bah, nous, on part du principe que la RSE, en fait, ça va toucher la compétitivité de l'entreprise. Donc, quelle que l'entreprise que je sois, quel que soit mon métier, bah, forcément, je suis une entreprise. J'ai des clients, j'ai des fournisseurs, j'ai besoin de financement, j'ai des collaborateurs. Enfin, voilà. Donc, il y a des spécificités, effectivement. Donc, nous, on vise vraiment, et d'ailleurs, on sert aujourd'hui concrètement, hein, on fait des rapports sur tout type d'activité. Après, effectivement, TPE, PME, sachant qu'on peut évaluer des ETI aussi, hein, voilà, le tout c'est que plus l'entreprise sera grosse, plus elle aura besoin en complément de ce qu'on lui propose peut-être de faire autre chose, hein. Nous on n'est pas un outil magique non plus, hein, clairement, donc ça veut dire que si demain je suis soumis techniquement à la CSRD parce que je suis sur un seuil, beh, dans ces cas-là, il faudra peut-être que je complète, les indicateurs ABCSR par d'autres actions. Voilà. D'accord. Cela dit, on couvre quand même 95 des besoins des entreprises, hein, puisque aujourd'hui, la CSRD, c'est 5 des structures françaises et encore, je pense que je suis un peu large. Oui, les seuils en plus Voilà, se relèvent, les uns après les autres. voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, on couvre tout le monde et on simplifie l'accès. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. On simplifie l'accès à la RSE pour n'importe quelle entreprise. OK. Tu peux nous donner des exemples, d'indicateurs, par exemple, que vous parvenez à sortir? Alors, bon, on peut parler par exemple d'indicateurs dans l'axe de la gouvernance, comment on partage, la création de valeur entre, les actionnaires, les réserves de l'entreprise, les impôts et taxes et puis les salariés.
Ça, c'est Mmh. un sujet de fond. Là, on va pouvoir effectivement, mesurer cette performance, la noter en fonction de postulats, qu'on est allé chercher dans la littérature RSE, parce qu'il faut bien des postulats, hein, pour faire une notation, Mmh. Bien sûr. en disant: «Est-ce que vous êtes plus ou moins éloigné, bah, de la bonne pratique?» On peut aussi parler, tu parlais du carbone, c'est un sujet, prédominant, hein, dans les médias aujourd'hui. En même temps, un bilan carbone, c'est cher, c'est long à réaliser et toute entreprise n'en a pas besoin. Pour autant, elle a besoin d'une empreinte carbone, c'est ce que nous proposons de faire, en prenant l'ensemble des natures d'achat, des montants d'achat et en les rapprochant, notamment de la base ADEME, qui nous donne des facteurs d'émission par typologie d'achat. Ça peut être aussi de voir quelles sont les expositions à certains risques, comme le travail des enfants, par exemple, si je travaille à l'étranger, comme l'exposition à la corruption, en se basant toujours sur des référentiels, qui nous sont donnés par des gens qui sont ou des entreprises ou des ONG vraiment, hyper légitimes pour le faire, Mmh mh. pour la corruption, c'est Transparency International. On a cartographié le monde en disant: «Beh, si vous travaillez avec tel ou tel pays, vous avez plus ou moins de risques dans l'exposition à la corruption». Donc nous, on prend l'ensemble des achats de l'entreprise, on voit dans quel pays elle fait ses achats, on pondère tout ça en fonction des montants et puis on lui dit: «Voilà, vous avez un indice pondéré moyen d'exposition de temps, est-ce que vous le saviez?» Souvent, ils ne le savent pas. Mmh. Et puis derrière, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de zone de sourcing? Est-ce que, je fais des clauses particulières avec mes clients? Enfin, voilà. Derrière, c'est aussi ces indicateurs, c'est pas juste les lire, c'est qu'est-ce que j'en sors et quelles actions je génère, pour m'améliorer, dans le temps, hein. La RSE, c'est un long chemin. On fait pas la RSE un an, mieux pas en faire si on veut faire ça qu'en mode flash. Et donc tout ça, dans le FEC. C'est incroyable, d'imaginer qu'on peut lire enfin, on peut tirer autant de conclusions d'écriture, comptable. C'est Ah, impressionnant. franchement, le FEC, c'est ce qu'il y a de plus complet aujourd'hui, tout y est, y compris la petite ramette de papier que j'ai achetée en secours parce que j'avais plus de papier pour mon imprimante. Les DSN aussi sont très, très riches, hein. On a bien sûr l'adresse du collaborateur, on a son âge, on a sa présence dans l'entreprise, on a, même sa est-ce qu'il est issu de zones sensibles? Enfin, on a beaucoup de choses. Donc c'est vrai que, heu, la difficulté, c'est d'aller chercher les bonnes infos dans cette Mmh. masse, Bien cet sûr. océan, d'informations, et de les confronter à des référentiels, voilà, pour qu'on en sorte quelque chose de tangible et de pertinent. Et à ce sujet, on donne le total, je dirais la transparence totale sur nos calculs puisque, le cabinet a indicateur par indicateur, vraiment, le détail des calculs et de quelle data nous sommes partis, avec quel indice pour arriver à tel résultat. Donc OK. c'est très transparent dans la méthode. OK. Et donc tu me l'as dit, c'est, l'expert comptable qui présente les résultats, du enfin, le rapport et du coup les résultats qui sont dedans. Et votre postulat, c'est de dire aussi qu'on peut faire de la vente additionnelle, sur la base de cet outil. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, très clairement, on n'avait pas pensé à ça au début, hein. C'est fait en distribuant nos solutions auprès, de la profession qu'on s'est rendu compte que, hem, ces rapports RSE permettent d'aborder soit des sujets qui ont déjà été vus maintes fois avec le client, mais qui ont jamais vraiment donné lieu à, justement une offre de service, complémentaire, soit d'aborder de nouveaux sujets. Ça, c'est très intéressant. Donc si je prends 2 exemples, par exemple, partage de création de valeur, il n'y a pas d'intéressement, il n'y a pas de participation au sein de l'entreprise. Ça fait Mmh. 3 ans que j'en parle à mon client. Là, il voit bien que ça impacte sa note. Bon, Ouais. peut-être que ça va le motiver à bouger. Mais ça peut être, au niveau RH, pour des structures de plus de 50 salariés, il y a une obligation de calculer ce qu'on appelle la notation EGAPRO, l'indice de parité femmes-hommes. Il y a beaucoup d'entreprises de plus de 50 qui ne le font pas, donc elles sont théoriquement hors la loi, mais il y a de plus en plus de cabinets qui, sur la base de nos rapports, parce que nous on intègre cet indice et ce calcul dans nos indicateurs, D'accord. disent à leurs clients: «Bah, si vous voulez, je le fais pour vous». Voilà, et donc ils facturent de la prestation au codex. Ça peut être du juridique aussi. Voilà. Alors après, ça va dépendre beaucoup aussi de ce que le cabinet a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de se lancer dans une vraie offre de service complète avec de l'accompagnement, du conseil, et cetera? Certains le font. D'autres se disent: «Bah, voilà, moi je reste dans ma sphère de compétences», et comme aime à le dire un de nos clients, en Bretagne, il dit: «En fait, tous les experts comptables font déjà de la RSE sans le savoir». Mmh. C'est-à-dire que quand ils conseillent leurs clients sur, les la façon de placer leur argent, la façon d'investir, la façon, de gérer, leurs ressources humaines, ils font un peu de RSE, ils le savent pas. Bah, là, ce qu'on Mmh. propose, c'est de formaliser un peu plus tout ça, structurer un peu plus tout ça et d'en faire un service additionnel.
Ce fameux sujet de la formalisation de tout ce qu'apporte l'expert comptable, à ses clients. Ça, c'est une des clés et on bosse énormément là-dessus au sein du CEG. Hem, tu est-ce que tu peux me dire, grosso modo, en termes de temps passé, combien de temps il faut pour créer un rapport, pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce que ça va représenter? Il y a 3 temps, hein. Il y a le temps de la présentation, à son client, mais ça généralement c'est fait dans le cadre d'une réunion, d'un Ouais, rendez-vous, où on parle de plusieurs sujets, voilà. Après il y a le temps de la collecte des informations, il est variable suivant le rapport TPE ou PME, mais il va grosso modo de 1/2 heure à 2 heures. Donc ça c'est OK. fait par un collaborateur, du cabinet. Et puis après il y a le temps de la restitution, hem à son client. Là aussi, c'est dans le cadre d'une réunion où c'est ad hoc. Réunion de bilan, Et là, si c'est un rapport TPE, c'est 15-20 minutes. Si c'est un rapport PME, c'est facilement 1 heure, mais c'est fait au niveau du CODIR de l'entreprise, OK. avec le dirigeant. Et puis là, c'est une vraie réunion de travail. Enfin, je veux dire, c'est une réunion très riche. Donc voilà, donc ça reste dans tous les cas peu chronophage pour le client, mais ça on l'avait compris, mais aussi peu chronophage pour le cabinet. Et OK. puis je rajouterais quelque chose, c'est aussi certes un business additionnel, une façon de se diversifier, je pense que là-dessus on est tous d'accord, mais peut-être qu'on peut faire remonter le sujet d'un cran et dire on a aussi, l'occasion de faire, du bien, à son cabinet, à ses collaborateurs, Mmh. à ses clients, à la planète. Parce que ce sujet, il est voilà, il est hyper ouvert, sur le monde et que, c'est pas juste un business complémentaire, c'est un Bien petit sûr. supplément d'âme, quoi. Voilà. Ouais, je comprends, c'est joliment dit. Hem, comment tu vois les choses en termes de potentiel de développement pour les cabinets? Si un cabinet nous écoute, et se dit: «Tiens, le truc m'intéresse» et cetera, comment est-ce que vous projetez le potentiel de développement, de cette solution, sur la clientèle des cabinets? Alors, la clientèle des cabinets, on sait qu'elle est constituée à 80 par des TPE et 20 par des PME, en Mmh. général, Ouais. hein. Donc les entreprises les plus impactées à court terme, c'est les PME. Donc je pense que c'est là où, bon, le cabinet va pouvoir, plus facilement, on va dire, proposer, développer, cette offre. Néanmoins, la masse, bah, viendra évidemment des TPE qui, par ruissellement, petit à petit, va être de plus en plus impactée parce que sa banque va lui demander, un Mmh. engagement RSE, parce qu'elle a du mal à recruter et qu'elle va se rendre compte que c'est un argument, parce qu'elle a des appels d'offres ou des contrats cadres qui lui viennent de grosses structures et qu'il faut effectivement, ils lui répondent, et cetera, et cetera. Donc, à court terme, je dirais que le focus PME me paraît assez, légitime. OK. On peut clairement y répondre. À moyen long terme, 100 des entreprises vont devoir y aller. Ouais, bien sûr. Donc la question, c'est juste quand, c'est pas est-ce qu'on va y va ou pas. Mmh. Donc bah, voilà, donc je dirais qu'il faut systématiser, l'offre, c'est-à-dire vraiment communiquer auprès de ses clients qu'on est légitime, qu'on est capable de le faire, qu'on le fait, et cetera. Donc il y a une question d'information là-dessus. Faut beaucoup communiquer, ne pas hésiter à faire appel à nous aussi. On a un kit de communication, on peut faire des webinaires avec nos partenaires experts comptables pour faire plein de choses. Et puis, je dirais qu'il faut être aussi, magnanime. Si sur Mmh. une première année, on arrive à faire 10 de sa clientèle à la basculer là-dessus, c'est déjà bien. Mmh. Voilà. C'est une question Après, de rodage. Après, j'imagine qu'il y a une rampe, de croissance qui s'accélère, quoi. il y a une rame de croissance et puis il y a surtout, c'est un repeat business. C'est-à-dire 90 des clients reviennent en année 2. Donc à partir du moment où on a fait un premier rapport, forcément l'entreprise, si elle fait quelques efforts, elle veut savoir l'année suivante comment ces efforts ont été, enfin quels résultats ça peut donner. Mmh. En termes de coûts, donc tu m'as dit, c'est, refacturer, vous facturez les cabinets d'expertise comptable. Est-ce que tu peux me donner un peu des idées d'ordre de prix pour qu'on pareil, on puisse être, plus précis? Alors nous, effectivement, on facture, les cabinets et d'ailleurs on les facture uniquement à la consommation. C'est-à-dire on leur demande pas un engagement, c'est en fonction de ce qu'ils consomment et du nombre de rapports qu'ils produisent sur la plateforme qui sont facturés. Ça, c'est un premier point important. Après, on a une grille tarifaire qui est extrêmement simple et qu'on leur communique, très transparente, où on a un prix de cession entre eux et nous, et puis un prix de vente conseillé à leurs clients. Maintenant, chaque cabinet est libre de sa tarification vis-à-vis de Bien ses sûr. clients, hein, OK. et donc de faire la marge qu'il veut là-dessus. Et d'ailleurs, on voit des écarts assez importants en fonction de certains cabinets. Mais pour faire simple, nous, la première offre, l'offre TPE, on va la vendre 100 euros au cabinet par rapport, donc un rapport 100 euros. La deuxième offre, l'offre TPE+, on va la vendre 450 euros à un cabinet. Et la troisième, entre 1 350 et 2 000 PME. D'accord.
Et là-dessus, le cabinet après a des prix de vente conseillés qui sont globalement, à peu près à chaque fois, pour les TPE, 2/3 de plus, c'est-à-dire qu'il va se faire, 2/3 de marge et sur le PME, 1/3 de marge. D'accord. Et OK. sachant qu'effectivement, il y a aussi des ventes additionnelles et OK. qu'on peut faire de la marque blanche, si nécessaire. OK. Bon, bah, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a combien de cabinets qui se sont emparés de la solution et peut-être combien de rapports qui ont été produits? Tu peux nous donner, une idée? Alors les choses s'accélèrent vraiment en 2023. Je pense que notre levée de fonds, qu'on vient de réaliser en juillet, peut-être aussi nous a aidé à avoir, Mmh. plus de On en a pas moyens, parlé, ouais. plus de, on l'a fait en passage, on l'a fait uniquement auprès de cabinets d'expertise comptable, hein, donc vraiment on D'accord, ouais. prouve bien qu'on est vraiment, sur la profession. Donc on a fait beaucoup d'événements, beaucoup de communication, donc on est vraiment sur une croissance très forte. On a à peu près 2 à 3 partenaires, par jour supplémentaires. OK. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de partenaires déjà actifs, c'est-à-dire qui proposent l'offre, à leurs clients. On en a d'autres qui sont pas encore actifs, c'est-à-dire qu'ils testent l'offre sur le cabinet, ce que d'ailleurs nous OK. conseiller, hein, toujours commencer par soi. La RSE, c'est bien de commencer par soi et que il faut que le cabinet, pour être, légitime là aussi, démarre sa propre, évaluation. Mais c'est vrai que c'est complètement exponentiel. Depuis le début, on a fait plus de 1 000 rapports, produits sur la plateforme et là, on est sur des taux de croissance qui sont, très, très forts. Donc voilà, donc je pense que 24, en tout cas, on prévoit de faire 3 fois le chiffre d'affaires de 23 en 24, donc ça donne un peu nos ambitions, quoi. OK. OK, OK, et les retours des clients, donc des entreprises, des TPE, qui reçoivent ces rapports, vous les avez? Alors on les a parfois, parfois pas, parce qu'effectivement il y a donc Ouais, forcément c'est effectivement le l'écran. cabinet, qui Ouais. est voilà, l'écran, l'intermédiaire, hein. Mais on a de plus en plus de cabinets qui communiquent en tout cas sur les réseaux sociaux aussi sur le fait qu'elles ont évalué tel ou tel de leurs clients, qu'elles proposent cette offre. C'est vrai que ce qui ressort, c'est que, enfin un outil, que je comprends facilement, dont je comprends facilement les résultats, qui est pas OK. très cher et surtout qui est pas chronophage parce qu'il faut pas se mentir, l'écueil numéro un du dirigeant de TPE-PME, c'est: «J'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, j'ai des urgences partout, j'ai le feu partout, donc OK, je veux bien que vous le fassiez, mais moi je veux pas faire d'efforts». Après évidemment, il fera des efforts dans les actions, Bien mais sûr. au moins au démarrage, c'est indolore pour lui et c'est des coûts qui sont, je pense, recevables et acceptables, OK. par des structures de petite taille. OK, et côté cabinet, qu'est-ce qui vous remonte? Bah, les cabinets, on voit bien qu'il y a une maturité qui est de plus en plus forte par rapport au sujet. Maintenant, ils cherchent tous un outil, alors un ou des outils, en fonction Ouais. évidemment de la largeur de leur offre et de leur gamme. Voilà, ils sont contents de trouver un outil qui est pensé pas pour eux, avec des informations dont ils disposent. Maintenant, c'est pas magique non plus, hein. Il faut de l'énergie, il faut déterminer qui va porter le sujet en interne, Bien il sûr, faut faut organiser les choses, ouais. embarquer les associés parce que dans le lot, il y en a qui sont très motivés, d'autres qui le sont moins. Mmh. Mais à partir du moment où ils ont compris que c'était leur intérêt, plein de raisons, bah, voilà, ils mettent la bonne énergie. Donc je pense que 24 est vraiment pour moi, l'année de l'explosion du sujet au sein des cabinets, et OK. peut-être que, ce petit effet d'aubaine du décalage de la facture électronique va nous Ouais. aider, à, capter un peu de ce temps, pour que les cabinets, se saisissent du sujet. OK. Bon, bah, merci beaucoup Jérôme pour ce Mais pour merci cet Marine. échange très intéressant. J'ai appris plein de choses, j'espère que nos auditeurs aussi, et puis moi je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!